Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Voyage au bout de la nuit. Bienvenue si vous nous rejoignez, on est ensemble ce soir pour quelques épisodes de lecture. J'ai commencé pour vous précédemment une œuvre d'Edgar Allan Poe qui s'intitule Nouvelle extraordinaire. Alors on va tout de suite donc se replonger dans l'univers sombre, inquiétant, surnaturel et très mystérieux de l'auteur américain Edgar Allan Poe, qui était d'ailleurs une des principales figures de la littérature américaine du 19e siècle. Alors il est à la fois, pour ceux qui ne le connaissent pas, à la fois poète, dramaturge, romancier, novelliste, éditeur et critique littéraire. Il est né en 1809 à Boston, il est mort en 1849 à Baltimore dans l'État du Maryland. Il a d'ailleurs été une des icônes de l'époque du romantisme américain. Vous allez voir que son œuvre est très axée sur les thèmes du mystère, de la mort, qu'il est connu pour être un passionné de tout ce qui est paranormal et sciences occultes. Mais il aura été considéré comme l'inventeur du genre policier également et inspira aussi de nombreux écrivains tels que Arthur Conan Doyle ou encore Gaston Leroux pour une version plus francophone. Alors dans son œuvre Nouvelle extraordinaire, il aborde des thèmes assez énigmatiques comme notamment celui de la transmigration de l'âme ou encore de l'utilisation de drogues psychotropes en évoquant en fait son addiction à l'opium. Il y a en tout 13 nouvelles, 13 qui n'est pas un chiffre laissé au hasard, le tout dans une atmosphère assez, vous verrez, effrayante, mortifère, mais où il est question aussi de passion amoureuse dans certains récits, le tout bien évidemment dans une certaine poésie. Je vous propose tout de suite de continuer pour vous la lecture. Restez bien avec nous sur C8. N'oubliez pas que l'on vous attend dès à présent, pour ceux parmi vous qui le souhaitent, sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe, il vous suffit tout simplement de taper #VBN. Très belle nuit à toutes et à tous. Notre amitié subsista ainsi plusieurs années, durant lesquelles l'ensemble de mon caractère et de mon tempérament, par l'opération du démon intempérance, je rougis de le confesser. Il subit une altération, radicalement mauvaise. Je devins de jour en jour plus morne, plus irritable, plus insoucieux des sentiments des autres. Je me permis d'employer un langage brutal à l'égard de ma femme. À la longue, je lui infligeai même des violences personnelles. Mes pauvres favoris, naturellement, durent ressentir le changement de mon caractère. Non seulement je les négligeais, mais je les maltraitais. Quant à Pluton, toutefois, j'avais encore une considération suffisante qui m'empêchait de le malmener, tandis que je n'éprouvais aucun scrupule à maltraiter les lapins, le singe, même le chien, quand par hasard ou par amitié il se jetait dans mon chemin. Mon mal m'envahissait de plus en plus, car quel mal est comparable à l'alcool? Et à la longue, Pluton lui-même, que maintenant se faisait vieux et qui naturellement devenait quelque peu maussade, Pluton lui-même commença à connaître les effets de mon méchant caractère. Une nuit, comme je rentrais au logis très ivre, au sortir d'un de mes repères habituels des faubourgs, je m'imaginais que le chat évitait ma présence. Je le saisis. Mais lui, effrayé de ma violence, il me fit à la main une légère blessure avec les dents. Une fureur de démon s'empara soudain de moi. Je ne me reconnus plus, mon âme originelle sembla tout d'un coup s'envoler de mon corps, et une méchanceté hyper diabolique, saturée de gin, pénétra chaque fibre de mon être. Je tirai de la poche de mon gilet un canif, je l'ouvris, je saisis la pauvre bête par la gorge, et délibérément je fis sauter un de ses yeux de son orbite. Je rougis, je brûle, je frissonne en écrivant cette abominable atrocité. Quand la raison me revint avec le matin, quand j'eus cuvé les vapeurs de ma débauche nocturne, j'éprouvai un sentiment moitié d'horreur, moitié de remords pour le crime dont je m'étais rendu coupable. Mais c'était tout au plus un faible et équivoque sentiment, et l'âme n'en subit pas les atteintes.
Je me replongeais dans les excès et bientôt je noyais dans le vin tout le souvenir de mon action. Cependant, le chat guérit lentement. L'orbite de l'œil perdu présentait, il est vrai, un aspect effrayant, mais il n'en parut plus souffrir désormais. Il allait et venait dans la maison selon son habitude. Et comme je devais m'y attendre, il fuyait avec une extrême terreur à mon approche. Il me restait assez de mon ancien cœur pour me sentir d'abord affligée de cette évidente antipathie de la part d'une créature qui jadis m'avait tant aimée. Mais ce sentiment fit bientôt place à l'irritation. Et alors apparut, comme pour ma chute finale et irrévocable, l'esprit de perversité. De cet esprit, la philosophie me tient encore. Cependant, aussi sûr que mon âme existe, je crois que la perversité est une des primitives impulsions du cœur humain, une des indivisibles premières facultés ou sentiments qui donnent la direction au caractère de l'homme, qui ne s'est pas surpris 100 fois comme étant une action sotte ou vile, par la seule raison qu'il savait devoir ne pas la commettre. N'avons-nous pas une perpétuelle inclination, malgré l'excellence de notre jugement, à violer ce qui est la loi simplement parce que nous comprenons que c'est la loi? Cet esprit de perversité, dis-je, vint causer ma déroute finale. C'est ce désir ardent, insondable, de l'âme, de se torturer elle-même, de violenter sa propre nature, de faire le mal pour l'amour du mal seul qui me poussait à continuer, et finalement à consommer le supplice que j'avais infligé à la bête inoffensive. Un matin de sang-froid, je glissai un nœud coulant autour de son cou, je le pendis à la branche d'un arbre. Je le pendis avec des larmes plein les yeux, avec le plus amer remords dans le cœur. Je le pendis parce que je savais qu'il m'avait aimé, et parce que je sentais qu'il ne m'avait donné aucun sujet de colère. Je le pendis parce que je savais qu'en faisant ainsi, je commettais un péché mortel, qui compromettait mon âme immortelle au point de le placer. Si une telle chose était possible, même au-delà de la miséricorde infinie du Dieu très miséricordieux et très terrible. Dans la nuit qui suivit le jour où fut commis cette action cruelle, je fus tirée de mon sommeil par le cri « Au feu !». Les rideaux de mon lit étaient en flammes, toute la maison flambait. Ce ne fut pas sans une grande difficulté que nous échappâmes à l'incendie, ma femme, un domestique et moi. La destruction fut très complète. Toute ma fortune fut engloutie, et je m'abandonnai dès lors au désespoir. Je ne cherche pas à établir une liaison de cause à effet entre l'atrocité et le désastre. Je suis au-dessus de cette faiblesse, mais je me rends compte d'une chaîne de faits. Et je ne veux pas négliger un seul anneau. Le jour qui suivit l'incendie, je visitai les ruines. Les murailles étaient tombées, une seule exceptée, et cette seule exception se trouva une cloison intérieure peu épaisse, située à peu près au milieu de la maison, et contre laquelle s'appuyait le chevet de mon lit. La maçonnerie avait ici, en grande partie, résisté à l'action du feu, fait que j'attribuais à ce qu'elle avait été récemment remise à neuf. Autour de ce mur, une foule épaisse s'était rassemblée. Plusieurs personnes paraissaient en examiner une portion particulière avec une minutieuse et vive attention. Les mots étranges, singuliers, et autres expressions analogues excitèrent ma curiosité. Je m'approchai, et je vis, semblable à un bas-relief sculpté sur la surface blanche, la figure d'un gigantesque chat. L'image était rendue avec une exactitude vraiment merveilleuse. Il y avait une corde autour du cou de l'animal. Tout d'abord, en voyant cette apparition, car je ne pouvais guère considérer cela comme une apparition, mon étonnement et ma terreur furent extrêmes. Mais enfin, la réflexion vint à mon aide. Le chat, je m'en souvenais, avait été pendu dans un jardin adjacent à la maison. Au cri d'alarme, ce jardin avait été immédiatement envahi par la foule. Et l'animal avait dû être détaché de l'arbre par quelqu'un, jeté dans ma chambre à travers une fenêtre ouverte. Cela avait été fait sans doute dans le but de m'arracher au sommeil. La chute des autres murailles avait comprimé la victime de ma cruauté, dans la substance du plâtre fraîchement étendu. Le chaud de ce mur, combiné avec les flammes et l'ammoniaque du cadavre, avait ainsi opéré l'image telle que je la voyais. Quoique je satisfisse ainsi lestement ma raison, sinon tout à fait ma conscience relativement aux faits surprenants que je viens de raconter, il n'en fit pas moins sur mon imagination une impression profonde. Pendant plusieurs mois, je ne pus me débarrasser du fantôme du chat. Durant cette période, un demi-sentiment revint dans mon âme, qui paraissait être, mais qui n'était pas le remords. J'allais jusqu'à déplorer la perte de l'animal,
cherchais autour de moi, dans les bouges méprisables que maintenant je fréquentais habituellement, un autre favori de la même espèce et d'une figure à peu près semblable pour le suppléer. Une nuit, comme j'étais assis à moitié stupéfié dans un repère plus qu'infâme, mon attention fut soudainement attirée vers un objet noir, reposant sur le haut d'un des immenses tonneaux de gin ou de rhum qui composaient le principal ameublement de la salle. Depuis quelques minutes, je regardais fixement le haut de ce tonneau. Et ce qui me surprenait maintenant, c'était de n'avoir pas encore aperçu l'objet situé dessus. Je m'en rapprochai. Je le touchais avec ma main. C'était un chat noir, un très gros chat, au moins aussi gros que Pluton, lui ressemblant absolument, excepté en un point. Pluton n'avait pas un poil blanc sur tout le corps. Celui-ci portait une éclaboussure large et blanche, et d'une forme indécise qui couvrait presque toute la région de la poitrine. À peine l'eus-je touché qu'il se leva subitement, ronronna fortement, se frotta contre ma main, parut enchanté de mon attention. C'était donc là la vraie créature dont j'étais en quête. J'offris tout de suite au propriétaire de le lui acheter, mais cet homme ne le revendiqua pas, ne le connaissait pas, ne l'avait jamais vu auparavant. Je continuai mes caresses, et quand je me préparais à retourner chez moi, l'animal se montra disposé à m'accompagner. Je lui permis de le faire, me baissant de temps à autre, et le caressant en marchant. Quand il fut arrivé à la maison, il s'y trouva, comme chez lui, et devint tout de suite le grand ami de ma femme. Pour ma part, je sentis bientôt s'élever en moi une antipathie contre lui. C'était justement le contraire de ce que j'avais espéré. Mais je ne sais ni comment ni pourquoi cela eut lieu. Son évidente tendresse pour moi me dégoûtait presque, me fatiguait. Par de lents degrés, ces sentiments de dégoût et d'ennui s'élevèrent jusqu'à l'amertume de la haine. J'évitais la créature. Une certaine sensation de honte, le souvenir de mon premier acte de cruauté m'empêchèrent de la maltraiter. Pendant quelques semaines, je m'abstins de battre le chat ou de le malmener violemment, mais graduellement, insensiblement, j'en vins à le considérer avec cette indicible horreur, et à fuir silencieusement son odieuse présence comme le souffle d'une peste. Ce qui ajouta sans doute à ma haine contre l'animal fut la découverte que je fis le matin, après l'avoir amené à la maison, que comme Pluton lui aussi avait été privé d'un de ses yeux. Cette circonstance toutefois ne fit que le rendre plus cher à ma femme qui, comme je l'ai déjà dit, possédait un haut degré de tendresse et de sentiment, qui jadis avait été mon trait caractéristique et la source fréquente de mes plaisirs les plus simples et les plus purs. Néanmoins, l'affection du chat pour moi paraissait s'accroître en raison de mon aversion pour lui. Il suivait mes pas avec une opiniâtreté qu'il serait difficile de faire comprendre au lecteur. Chaque fois que je m'asseyais, il se blottissait sous ma chaise, ou il sautait sur mes genoux, me couvrant de ses affreuses caresses. Si je me levais pour marcher, il se fourrait dans mes jambes et me jetait presque par terre ou bien enfonçait ses griffes longues et aiguës dans mes habits, grimpait de cette manière jusqu'à ma poitrine. Dans ces moments-là, quoique je désirasse le tuer d'un bon coup, j'en étais empêchée en partie par le souvenir de mon premier crime, mais principalement, je dois le confesser tout de suite, par une véritable terreur de la bête. Cette terreur n'était pas positivement la terreur de mal physique. Cependant, je serais fort en peine de la définir autrement. Je suis presque honteux d'avouer, oui, même dans cette cellule de malfaiteur, que je suis presque honteux d'avouer que la terreur et l'horreur que m'inspirait l'animal avaient été accrues par une des plus parfaites chimères qu'il fût possible de concevoir. Ma femme avait appelé mon attention plus d'une fois sur le caractère de la tache blanche dont j'avais parlé et qui constituait l'unique différence visible entre l'étrange bête et celle que j'avais tuée. Le lecteur se rappellera sans doute que cette marque, quoique grande, était primitivement indéfinie dans sa forme, mais lentement, par des degrés imperceptibles, que ma raison s'efforça longtemps de considérer comme imaginaires, elle avait à la longue pris une rigoureuse netteté de contour. Elle était maintenant l'image d'un objet que je frémis de nommer. Et c'est là surtout qui me faisait prendre le monstre en l'horreur et le dégoût, et m'aurait poussé à m'en délivrer si j'avais osé. C'était clairement, maintenant, dis-je, l'image d'une hideuse, sinistre chose, l'image du gibet, ô lugubre et terrible machine d'horreur et de crime, d'agonie et de mort. Et maintenant, j'étais en vérité misérable, au-delà de la misère possible de l'humanité.
une bête brute, dont j'avais avec mépris détruit le frère, une bête brute engendrée pour moi, un homme façonné à l'image du Dieu très haut, une si grande et si intolérable infortune, hélas, je ne connaissais plus la béatitude du repos, ni le jour, ni la nuit. Durant le jour, la créature ne me laissait pas un seul moment. Pendant la nuit, à chaque instant, quand je sortais de mes rêves pleins d'une intraduisible angoisse, c'était pour sentir la tiède haleine de la chose sur mon visage, et son immense poids, incarnation d'un cauchemar que j'étais impuissant à secouer, éternellement posé sur mon cœur. Sous la pression de pareils tourments, le peu de bon qui restait en moi succomba. De mauvaises pensées dévinrent mes seules intimes, les plus sombres et les plus mauvaises de toutes les pensées. La tristesse de mon humeur habituelle s'accrut jusqu'à la haine de toute chose et de toute humanité. Cependant, ma femme, qui ne se plaignait jamais, hélas, était mon souffre-douleur ordinaire, la plus patiente victime des soudaines, fréquentes et indomptables éruptions d'une furie à laquelle je m'abandonnai dès lors aveuglement. Un jour, elle m'accompagna pour quelques besognes domestiques dans la cave du vieux bâtiment où notre pauvreté nous contraignait d'habiter. Le chat me suivait sur les marches droites de l'escalier, et m'ayant presque culbuté la tête la première, m'exaspéra jusqu'à la folie. Levant une hache et oubliant dans ma rage la peur puérile qui jusque-là avait retenu ma main, j'adressai à l'animal un coup qui eût été mortel s'il l'avait porté comme je voulais. Mais ce coup fut arrêté par la main de ma femme. Cette intervention m'aiguillonna jusqu'à une rage plus que démoniaque. Je débarrassai mon bras de son étreinte et lui enfonçai ma hache dans le crâne. Elle tomba morte, sur place, sans pousser un gémissement. Cet horrible meurtre accompli, je me mis immédiatement et très délibérément en mesure de cacher le corps. Je compris que je ne pouvais pas le faire disparaître de la maison, soit de jour, soit de nuit, sans courir le danger d'être observé par des voisins. Plusieurs projets traversèrent mon esprit. Un moment, j'eus l'idée de couper le cadavre par petits morceaux et de les détruire par le feu. Puis je résolus de creuser une fosse dans le sol de la cave, puis je pensai à le jeter dans le puits de la cour, puis à l'emballer dans une caisse comme marchandise avec les formes usitées, et à charger un commissionnaire de le porter hors de la maison. Finalement, je m'arrêtai à un expédient que je considérais comme le meilleur de tous. Je me déterminai à le murer dans la cave, comme les moines du Moyen-Âge muraient, dit-on, leurs victimes. La cave était fort bien disposée pour un pareil destin. Les murs étaient construits négligemment et avaient été récemment enduits dans toute leur étendue d'un gros plâtre que l'humidité de l'atmosphère avait empêché de durcir. De plus, dans l'un des murs, il y avait une saillie causée par une fausse cheminée ou espèce d'âtre qui avait été comblée et maçonnée dans le même genre que le reste de la cave. Je ne doutais pas qu'il ne me fût facile de déplacer des briques à cet endroit, d'y introduire le corps et de murer le tout de la même manière, de sorte qu'aucun œil n'y put rien découvrir de suspect. Je ne fus pas déçu dans mon calcul. À l'aide d'une pince, je délogeai très aisément les briques, ayant soigneusement appliqué le corps contre le mur intérieur. Je le soutins dans cette position jusqu'à ce que j'eusse rétabli, sans trop de peine, toute la maçonnerie dans son état primitif. M'étant procuré du mortier, du sable, du poêle avec toutes les précautions imaginables, je préparai un crépi qui ne pouvait pas être distingué de l'ancien, et j'en recouvris très soigneusement le nouveau briquetage. Quand j'y finis, je vis avec satisfaction que tout était pour le mieux. Le mur ne présentait pas la plus légère trace de dérangement. J'enlevai tous les gravats avec le plus grand soin. J'épluchai pour ainsi dire le sol. Je regardai triomphalement autour de moi et me dis à moi-même, ici, au moins, ma peine n'aura pas été perdue. Mon premier mouvement fut de chercher la bête qui avait été la cause d'un si grand malheur, car à la fin, j'avais résolu fermement de la mettre à mort. Si j'avais pu la rencontrer dans ce moment, sa destinée était claire. Mais il paraît que l'artificieux animal avait été alarmé par la violence de ma récente colère et qu'il prenait soin de ne pas se montrer dans l'état actuel de mon humeur. Il est impossible de décrire ou d'imaginer la béate sensation de soulagement que l'absence de la détestable créature détermina dans mon cœur. Elle ne se présenta pas de toute la nuit, et ainsi ce fut la première bonne nuit depuis son introduction dans la maison que je dormis solidement et tranquillement.
Oui, je dormis avec le poids de ce meurtre dans l'âme. Le second et le troisième jour s'écoulèrent. Cependant, mon bourreau ne vint pas. Une fois encore, je respirais comme un homme libre. Le monstre, dans sa terreur, avait vidé les lieux pour toujours. Je ne le verrais donc plus jamais. Mon bonheur était suprême. La criminalité de ma ténébreuse action ne m'inquiétait que très fort peu. On avait bien fait une espèce d'enquête, mais elle s'était satisfaite à bon marché. Une perquisition avait même été ordonnée, mais naturellement on ne pouvait rien découvrir. Je regardais ma félicité à venir comme assurée. Le 4e jour depuis l'assassinat, une troupe d'agents de police vint très opinément à la maison, procéda de nouveau à une rigoureuse investigation des lieux. Confiant néanmoins dans l'impénétrabilité de la cachette, je n'éprouvais aucun embarras. Les officiers me firent les accompagner dans leurs recherches. Ils ne laissèrent pas un coin, pas un angle inexploré. À la fin, pour la 3e ou 4e fois, ils descendirent dans la cave. Pas un muscle en moi ne tressaillit. Mon cœur battait paisiblement, comme celui d'un homme qui dort dans l'innocence. J'arpentais la cave d'un bout à l'autre. Je croisais mes bras sur ma poitrine, me promenais çà et là avec aisance. La police était pleinement satisfaite et se préparait à décamper. La jubilation de mon cœur était trop forte pour être réprimée. Je brûlais de dire au moins un mot, rien qu'un mot, en manière de triomphe et de rendre 2 fois plus convaincus leur conviction de mon innocence. « Gentlemen, dis-je à la fin, comme leur troupe remontait l'escalier. Je suis enchantée d'avoir apaisé vos soupçons. Je vous souhaite à tous une bonne santé, un peu plus de courtoisie. Soit dit en passant, gentlemen, voilà une maison singulièrement bien bâtie. » Dans mon désir enragé de dire quelque chose d'un air délibéré, je savais à peine ce que je débitais. Je puis dire que c'est une maison admirablement bien construite. Ces murs, est-ce que vous partez, gentlemen? Ces murs sont solidement maçonnés. Et ici, par une bravade frénétique, je frappai fortement avec une canne que j'avais à la main, juste sur la partie du briquetage derrière laquelle se tenait le cadavre de l'épouse de mon cœur. Ah, qu'au moins Dieu me protège et me délivre des gifles de l'archidémon. À peine l'écho de mes coups était-il tombé dans le silence, qu'une voix me répondit du fond de la tombe. Une plainte, d'abord, voilée, entrecoupée, comme le sanglotement d'un enfant, et puis bientôt, s'enflant en un cri prolongé, sonore, continu, tout à fait anormal et anti-humain. Un hurlement, un glapissement moitié horreur, moitié triomphe, comme il en peut monter seulement de l'enfer. Affreuse harmonie jaillissant à la fois de la gorge des damnés dans leur torture et des démons exultants dans la damnation. Vous dire mes pensées, ce serait folie. Je me sentis défaillir, je chancelai contre le mur opposé. Pendant un moment, les officiers placés sur les marches restèrent immobiles, stupéfiés par la terreur. Un instant après, une douzaine de bras robustes s'acharnaient sur le mur. Il tomba tout d'une pièce. Le corps, déjà grandement délabré et souillé de sang grumelé, se tenait droit devant les yeux des spectateurs. Sur sa tête, avec la gueule rouge dilatée et l'œil unique flamboyant, était perchée la hideuse bête dont l'astuce m'avait induit à l'assassinat et dont la voix révélatrice m'avait livré au bourreau. J'avais muré le monstre dans la tombe. C'est donc la fin pour cet épisode. Donc je vous ai lu Le Chat Noir. Et je poursuivrai donc la suite de nouvelles extraordinaires d'Edgar Poe avec William Wilson dans un prochain épisode. D'ici là, on vous invite dès à présent à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe, il vous suffit de taper #VBN ou encore sur www.c8.fr. Quant à moi, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit sur C8.